À 20 minutes de Los Angeles, sur les hauteurs du quartier chic de Malibu, est organisé ce soir un événement très attendu. Dans cette villa de milliardaires, une centaine d'invités triés sur le volet vont vivre une expérience unique. Néo-hippies, blogueurs, patrons de start-up, les heureux élus ont été invités à venir tester les derniers produits issus du cannabis. Les organisateurs veulent séduire les influenceurs et les journalistes de Los Angeles. Ils vont consommer le cannabis sous différentes formes. Dosé dans une margarita. Il y a 10 mg de THC dans ce cocktail. C'est délicieux et rafraîchissant. Ou encore dilué dans des crèmes glacées. Parmi les invités de marque, Camille, un Français fabricant de hashish. À l'aide d'une pipe à eau, il fait déguster sa dernière production. C'est un truc que t'as jamais essayé. De l'autre côté du jardin, Julien, avec une casquette, est français lui aussi. Cultivateur de cannabis, il essaie de placer son herbe dans une émission mondialement connue, Bang Appetite sur Viceland. Ray Pritchard en est le producteur et le présentateur. On lance une nouvelle formule et on espère tourner dès le mois de septembre. On va arrêter les dîners au cannabis pour lancer une compétition de cuisine au cannabis. Waouh, une sorte de Top Chef. Oui, c'est une sorte de Top Chef. Cet événement, ça me permet quand même de rencontrer des gens bien placés, notamment ce mec là de Viceland. Il anime un show dont je suis très fan et c'est assez inopiné de le rencontrer ici, donc je suis assez content. C'est toi la base de cannabis recyclé, c'est l'idée de Benjamin. Ce Français a fait venir un artiste de San Francisco pour graffer sur son papier. La prochaine fois que je viens à San Francisco, je donne de nouvelles toiles. Je finis celle-là. On peut voir les artistes et les cultivateurs et la musique et une intersection de cultures se réunir autour de cannabis. Et donc c'est vraiment incroyable de faire partie de ça et de faire partie de la culture de cannabis aux États-Unis maintenant. Dans ces événements qui réunissent l'élite des acteurs du cannabis américain, les Français réussissent aujourd'hui à se faire une place de choix. Benjamin, Camille et Julien se croisent pour la première fois. Salut! Ça va, monsieur Benjamin? Ouais, bah ta réputation précède. Camille, alias Frenchy Cannoli, est producteur de hashish. Il est connu de New York à San Francisco. Julien, le jeune cultivateur de cannabis, en profite pour lui faire tester l'un de ses produits. Donc ça, c'est notre OG. C'est sexy. Il y a une belle couleur, elle est bien dense, mais pas crazy. Ça, c'est ma préférée, je dois dire. Ouais, c'est celle qu'on vend le plus. Tu vois, on a changé les... C'est souvent un bon indicateur. Dans les États américains qui ont légalisé le cannabis, les Français sont de plus en plus nombreux à venir tenter leur chance. Le marché du cannabis aux États-Unis est en plein boom. Il pèsera en 2021 35 milliards d'euros par an. C'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Il rigolait pas quand il disait la jungle, hein. Sur 50 États américains, 21 interdisent totalement le cannabis. 29 l'autorisent uniquement dans le cadre d'une utilisation thérapeutique pour soigner des pathologies. Mais 9 États vont beaucoup plus loin. Ils permettent son usage récréatif. Parmi eux, la Californie. C'est la région historique de production de cannabis. À la fin des années 60, des hippies s'étaient installés dans le Triangle d'Émeraude, une région reculée du nord de la Californie, où ils pouvaient consommer et cultiver loin des regards. Aujourd'hui, avec 8 millions de tonnes par an, la Californie est le premier producteur de cannabis des États-Unis. La valeur de ces boîtes est de 700 000 €. Oui,
Après le succès d'Hollywood et l'explosion de l'économie numérique, cette région vit actuellement une incroyable ruée vers ce nouvel or vert. Désormais, les consommateurs ne se cachent plus. Les publicités géantes envahissent les rues. Les points de vente se multiplient. Si tu prouves que tu as 21 ans, tu peux acheter de la marijuana. Les géants de l'industrie s'engouffrent dans le secteur. Coca-Cola pense sortir prochainement une boisson à base de cannabis. D'ici 3 ans, 300 000 emplois devraient être créés. Après le luxe et la gastronomie, les Français s'attaquent avec succès à cet immense marché. Ici, c'est déjà réservé. On n'arrive pas à suivre la demande. Sky's the limit. Plusieurs d'entre eux sont déjà bien implantés en Californie. Frenchy Cannoli a percé aux États-Unis. Après des années de recherche, il a réussi à fabriquer un hashish très convoité. Regarde comme elle brille déjà, là. Regarde cette brillance. Quentin est ingénieur. Son équipe est parvenue à recréer une graine de cannabis qui avait disparu et qui était très prisée dans les années 90. Elle est dans un coffre. Benjamin travaille avec les plus gros producteurs d'herbes. Son idée de génie, transformer leurs déchets en jeans ou en papier. Il y a une expression en anglais, c'est « les poubelles d'un homme sont les trésors d'un autre ». Si la plupart des Français sont en règle avec la réglementation, certains comme Vincent ont choisi l'illégalité. Depuis 4 ans, il gère les plantations de cultivateurs hors la loi. C'est le seul arbre sur lequel l'argent pousse. De la côte ouest américaine aux montagnes du nord de la Californie, nous sommes allés à la rencontre de ces Français qui se sont lancés dans l'aventure du cannabis. À quelques rues des longues plages de Venice Beach, un quartier branché de Los Angeles, vit Julien, un jeune Français de 35 ans qui a fait fortune dans le cannabis. Avec 36 tonnes fumées chaque année, Los Angeles est la capitale mondiale de la consommation de cette drogue. Voiture de luxe, loft sur plusieurs étages, Julien a tout quitté en France pour se construire une nouvelle vie au soleil. Il est marié depuis 4 ans avec Marley, une Américaine associée dans son business. Elle l'aide à négocier les ventes des produits qu'il fabrique avec le cannabis, comme l'huile de cannabidiol. T'en es où de la négo avec les bars de Washington ? Oui, ils sont intéressés. Ils voudraient démarrer avec 12 fioles pour leurs 3 établissements. Super. En France, Julien possédait une petite boutique qui vendait des accessoires pour cultiver le cannabis. Mais c'est en Californie, là où la culture de cette plante est légale, que le Français a pu concrétiser son ambition. Ma mère avait un magasin de fleurs. Mon grand-père avait un vignoble, donc on a toujours été très très proches dans la famille des plantes. Je ne suis pas très doué à cultiver autre chose que du cannabis. Bizarrement, je ne suis pas très bon à faire des tomates ou quoi que ce soit. J'ai vraiment focalisé sur le cannabis. Ce petit-fils de vigneron bordelais a tenu à garder dans son salon un petit bout de France. Ça, c'est un grand cru classé de 95. C'est un ami à moi qui me l'a fait parvenir. Ça, c'est ce qui me rappelle le plus la France. Si on pouvait donner un goût à la France, je donnerais ce goût-là. Julien s'est spécialisé dans la production d'une herbe de cannabis ultra haut de gamme. Donc là, on est dans mon bureau. Il l'affine comme un grand cru. Mais à la différence du vin, le fût en chêne est remplacé par une cuve en inox, où l'herbe va maturer plusieurs mois. Donc là, ça, c'est une cuve de curing, c'est-à-dire c'est une cuve d'affinage qui va permettre d'uniformiser le séchage. C'est une étape qui est cruciale pour obtenir un cannabis de haute qualité. Il n'y a pas de raccourci à prendre avec ça. Cette maîtrise de l'affinage lui permettrait d'obtenir un cannabis aux saveurs précises. Baguette en inox, gants en latex. Julien manipule avec une extrême précaution le fruit de sa récolte. Le Français s'assure aussi que ces plantes procurent les meilleurs effets. Tous les principes actifs de la plante sont contenus dans cette petite glande. Ces petites gouttes laiteuses, les trichomes, c'est ce que l'on appelle la résine de cannabis, avec laquelle on fait le hashish. La couleur détermine l'effet psychoactif.
Ces petites glandes contiennent la saveur et l'effet de la plante. La plupart du temps, la plupart de mes variétés, je les récolte quand elles sont à peu près 50-50. 50 laiteux et 50 ambrés. Là, celle-ci, c'est une fleur que j'ai récoltée un peu plus tôt, justement pour voir si je pouvais pas avoir un effet un peu plus léger. Dernière étape, tester sa production. Pour cela, il utilise un vaporisateur, un appareil électronique qui chauffe la plante sans la brûler et permettrait d'en percevoir toutes les subtilités. À la manière d'un œnologue, Julien recrache sans avaler. Ça va permettre de me concentrer essentiellement sur l'odeur et le goût, sans avoir l'effet pour altérer après mon jugement. Julien est l'équivalent de ce que l'on appelle un nez en parfumerie. C'est grâce au sien qu'il s'est fait repérer. C'était il y a 4 ans, il cherchait un emploi de simple vendeur. J'ai envoyé à peu près 300 CV, j'ai eu une réponse d'un mec qui me parlait en français au téléphone et qui m'a demandé de venir pour une interview. Et il me dit on va te faire passer un test olfactif et visuel. Et donc ils m'ont apporté, je crois que c'était 7 variétés différentes. Julien reconnaît 6 des 7 variétés. Et là, je vois son visage changer, il était bluffé. Il me dit, bon, c'est simple, les connaissances que tu as sont beaucoup trop élevées pour te mettre simple bud tender. La vérité, c'est qu'on est en train d'ouvrir un très gros jardin de à peu près un peu plus d'$1 million et on n'a pas de master grower. Aujourd'hui, Julien est à la tête de sa propre société. C'est à South Central, un quartier de Los Angeles où faire pousser du cannabis est légal, que Julien a installé sa plantation. Mais ce secteur de la ville a mauvaise réputation. Le Français a dû prendre des précautions. On a eu 2-3 incidents dans le building, des cambriolages. Mais bon, là, on a pris des dispositions, on a des gardes de sécurité, on a des alarmes lacrymogènes, on a tout ce qu'il faut. Il va falloir que tu coupes la caméra. L'adresse du lieu doit rester secrète. Des gangs pillent régulièrement les récoltes des cultivateurs. Si tu veux, tu te fais pas agresser maintenant, mais si on attire l'attention, les mecs ils montent des plans et après ils te tombent sur le rap, tu vois ce que je veux dire? Après 3 portes fermées à double tour et 2 sas de sécurité, Julien rejoint une de ses employées. Salut Cherry. Salut Julien, comment ça va? Très bien, et toi, comment ça se passe? J'ai pas à me plaindre. Elle a l'air bonne, ça sent bon. Cherry est la personne de confiance de Julien. C'est elle qui est chargée de préparer la récolte avant la vente. Son métier, manucurer les têtes de cannabis, les débarrasser des petites feuilles, pour ne garder que ce qui est consommable. Je manucure du cannabis depuis 10 ans. J'ai vu beaucoup d'herbes et j'ai bossé dans de nombreuses boutiques. Et il n'y a pas photo, Julien fait pousser de la pure bombe. Voilà à quoi ça ressemble avant et après. Pour obtenir cette plante qu'il juge exceptionnelle, donc là on est dans la nursery. Julien, en parfait petit génie de la botanique, procède à une sélection très stricte des meilleures boutures. De ce côté-là, on a plutôt mes best-sellers, Blueberry Muffin et OJ Kush. Et là, on est plutôt du côté recherche et développement. Sur la 50aine de boutures que vous pouvez voir sur cette table, on aura de la chance s'il y en a 2 qui arrivent à passer le test. Les heureux élus sont conduits en salle de floraison. 4 mois plus tard, la précieuse marchandise est enfin prête pour le séchage. Une phase délicate, où la plante est très fragile. Julien est le seul à être autorisé à pénétrer dans cette pièce. Je suis le seul à toucher les fleurs. Et encore, je le fais pour vous, parce que normalement, je ne touche pas. Et pour cause, si cette étape est réussie, sa récolte va lui rapporter beaucoup d'argent. Là, ce que vous voyez ici, il y en a à peu près pour, je dirais, $50 000. Cette recherche permanente de la perfection permettrait à Julien d'écouler facilement sa production. Tout ce que vous voyez ici, c'est déjà réservé.
on n'arrive pas à suivre la demande. C'est plutôt une bonne chose. Tout le monde peut cultiver du cannabis médiocre. C'est très difficile, c'est pas le même jeu de cultiver un cannabis haut de gamme. Ce produit très demandé sur le marché, Julien le vend dans des magasins spécialisés, appelés des dispensaires. Un terme hérité de l'époque où la Californie n'autorisait que le cannabis thérapeutique. À Los Angeles, ils sont déjà 170 à avoir une licence officielle. Au cœur du quartier des affaires, ce temple du consommateur de cannabis est un des plus appréciés. Il vend les meilleures productions de toute la Californie. Ça fera 48 $. Vous pouvez vous l'offrir. C'est ici que ce matin, Julien a rendez-vous pour vendre son herbe. Ces boutiques sont ultra sécurisées, gardées 24 heures sur 24 par des hommes en armes. Pour rejoindre la salle des coffres, là où se négocie l'achat du cannabis, J'ai rendez-vous avec Adeline. le Français doit montrer patte blanche. Est-ce que c'est Julien, le vendeur? Il vient proposer à Adeline, la gérante du dispensaire, sa toute dernière production. Une herbe aux saveurs de myrtille, appréciée des clients de la boutique. Alors les gars, vous avez quoi pour moi aujourd'hui? J'ai la fameuse Blueberry Muffin. Ah, super. J'en ai pas beaucoup aujourd'hui, juste quelques bocaux. L'acheteuse vérifie la qualité de ce dernier millésime. Oh, super. Ce cannabis est différent des autres à cause de la taille de sa fleur, qui est beaucoup plus grande. Elle a beaucoup de trichomes et une couleur violette avec des reflets verts et orange. Elle sent délicieusement bon. Donc oui, c'est vraiment de la super qualité. Cette herbe est une des plus recherchées de Los Angeles. Son prix atteint des sommets. On est sur du à peu près 6 000 $ le kilo. Chaque année, Julien vend pour 50 000 € de marchandises à cette boutique. Ses produits sont les best-sellers des rayons. Ça, c'est notre variété. C'est la variété la plus chère du dispensaire. EXC, ça veut dire exclusif. C'est vraiment le top de notre réserve privée. Il n'y a pas plus haut de gamme chez nous. Le petit Frenchie est aux anges. Beaucoup font ça pour l'argent. C'est très dur de trouver des cultivateurs aussi dévoués qui sont amoureux de la plante. Peut-être qu'il nous faudrait plus de cultivateurs français. Julien travaille déjà avec 20 dispensaires et écoule pour presque un demi-million d'euros de cannabis chaque année. Il compte prochainement doubler sa production. En attendant, le rêve californien continue. Direction la plage pour une petite session de surf. C'est un moment pour relâcher tout le stress de la journée. Si Julien rencontre un joli succès, le cannabis artisanal des petits producteurs est de plus en plus menacé. Attirés par la fièvre de l'or vert, les financiers privilégient le développement des cultures intensives. Au nord de la Californie, à 6 heures de route de Los Angeles, une région a décidé de se battre contre cette évolution du marché. Grand comme 3 fois la Corse, le Triangle d'Émeraude est la région pionnière de la culture du cannabis aux États-Unis depuis 3 générations. C'est ici qu'est organisé pour la première fois un sommet de la weed. Lors d'ateliers débats, cultivateurs de renom, grossistes influents, investisseurs et politiques vont discuter pendant des heures de l'avenir du cannabis californien. Pour faire exister ce marché et faire vivre nos petites fermes, nous devons gagner la reconnaissance des consommateurs et créer la demande pour nos produits qui sont si spécifiques. Nous, petits fermiers, devons faire bloc et mettre en avant notre culture. Pour nous, vos témoignages sont essentiels. On en a besoin pour vendre. Car si vous n'y croyez pas, on n'y arrivera pas. Pour défendre leurs idées,
Les petits producteurs peuvent maintenant compter sur les hommes politiques. Le sénateur démocrate de Californie, Kevin DeLeon, a fait le déplacement. Pendant plus de 20 ans, notre industrie de la marijuana était dans l'ombre. Ça, c'était notre réalité. Tant que le cannabis sera classé parmi les drogues dures au niveau fédéral, notre industrie en Californie ne sera pas en mesure de se stabiliser et de se développer. Faisons avancer la Californie et soyons prêts à démontrer au reste du pays que la Californie d'aujourd'hui incarne les États-Unis de demain. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci à tous. Dans l'assistance, Camille, un Français passionné d'herbe. Il n'en revient pas de voir un sénateur soutenir le business du cannabis dans cette région. Il y a encore un an, les forces spéciales débarquaient ici. Ici, il y a quelques années, tu avais les hélicoptères qui volaient dans tous les sens, l'armée qui te tombait du ciel, les gosses qui se cachent dans les fourrés pendant que les parents se font arrêter. Dans le public aujourd'hui, certains sont d'anciens cultivateurs illégaux de la région. Grâce à la légalisation, ils sont devenus des hommes d'affaires respectables. Malgré les apparences, ils pèsent parfois plusieurs millions de dollars. Camille le Français n'est pas un simple spectateur. Lui aussi est un businessman. Et c'est l'intervenant principal du jour. Un homme génial, un type formidable, qui fait un hash de folie. Je vous demande d'accueillir Frenchy Cannoli. Camille, appelé Frenchy Cannoli, est considéré comme un visionnaire dans l'industrie du cannabis. En ce moment, vous avez une opportunité incroyable ici aux États-Unis, comme l'industrie du vin l'a connue en France précédemment. Vous avez une image de marque et une réputation de savoir-faire et de qualité. Vous êtes légitime pour créer des standards qui seront suivis dans le monde entier. Il ne faut surtout pas utiliser des engrais chimiques dans nos cultures. Cela doit être banni de nos consciences tout de suite. Cette idée de terroir et d'appellation pour le cannabis californien que défend Frenchy Cannoli fait déjà des émules. Je m'inspire des différentes appellations d'origine contrôlée, comme par exemple le Bordeaux, l'une des plus anciennes. On peut aussi prendre pour exemple des produits comme le camembert. Après sa conférence, Frenchy Cannoli est interviewé par la presse spécialisée. Il rêve d'appliquer au cannabis californien l'art de vivre à la française. Boire un Bordeaux, c'est une expérience. Mais si tu bois un Bordeaux à Bordeaux, c'est carrément formidable. Frenchy Cannoli est un leader de cette industrie. Il représente un art qu'on voit de moins en moins. Ses interventions terminées, Frenchy Cannoli achève sa présentation avec une petite dégustation de son hashish. Il utilise une hookah, une pipe à eau venue d'Inde. C'est le maître. Il est incroyable. Partager, c'est une grosse partie de faire du hash, de fumer, c'est de pouvoir partager. Ça connecte tout le monde. Frenchy Cannoli fait régulièrement la une de la presse. Il est entré dans le top 100 des personnalités les plus influentes de l'univers du cannabis. Avant d'arriver aux États-Unis, le Français originaire de Nice a passé 18 ans de sa vie à apprendre l'art du hashish, aux quatre coins de la planète, au Népal, au Maroc et même en Afghanistan. C'est à Auckland, à 150 km du Triangle d'Émeraude, que Frenchy Cannoli a posé ses valises dans les années 90. C'est dans sa banlieue, en pleine zone industrielle, que le Français développe son business avec d'autres entrepreneurs. Ces hangars de plus de 9000 m² forment le plus grand complexe dédié au cannabis de toute la Californie. On l'appelle le Cannaplex. Il est protégé par des dizaines de caméras. À l'entrée, des vétérans de l'armée assurent la sécurité. Je t'ouvre la porte de derrière si tu veux. Merci, je vais me débrouiller. T'as l'air au top, mec. Ce matin, Frenchy Cannoli retrouve son assistant. Il est déjà en plein travail.
Dicky est spécialisé dans la création de concentrés de cannabis, un produit particulièrement puissant et nocif. Aujourd'hui, il va en offrir à Jeff, le propriétaire des lieux. Tu me fais plaisir, t'es un super mec. Je sais que ça va te plaire, c'est super bon. C'est mon cadeau d'anniversaire offert par mon pote Dicky. C'est du concentré cristallisé de THC. C'est uniquement pour les connaisseurs. Si tu ne fumes pas, ne touche pas à ça. Fume de l'herbe. Ça peut te mettre KO, y a aucun doute. Jeff est un ancien avocat à succès de la Silicon Valley. Il a investi 5 millions de dollars pour réunir ici les meilleurs spécialistes de l'industrie du cannabis. C'est comme un incubateur de talents. Nous les aidons avec du matériel. On leur fournit des espaces, une licence officielle. Sans notre aide, tout cela leur coûterait beaucoup d'argent. À la manière des startups 2.0, à l'intérieur, il y a déjà une cinquantaine de chefs d'entreprise, tous installés dans des containers, pour des questions pratiques. Dans celui-ci, ultra high-tech, on extrait l'huile de la plante. Ça, c'est fait pour transformer d'énormes volumes de cannabis. Le produit fini sort ici. Tout est automatisé depuis cet écran tactile. Dans le container voisin, un ancien dealer a créé un service de livraison de cannabis à domicile. Sincèrement, faire ça légalement... Et être protégé? Oui, être protégé, c'est comme vivre un rêve chaque jour, un rêve éveillé. Voici quelques boîtes. Cette jeune entrepreneuse vend du cannabis spécialement destiné aux femmes. Je cible les femmes, parce que rien dans ce milieu ne s'adresse à elles, ou ne les incite à acheter du cannabis. Au Canaplex, rien n'est laissé au hasard. Un container fait même office de studio télé pour promouvoir sur les réseaux sociaux les produits fabriqués dans le hangar. Regarde, ça a été filmé dans ce conteneur. Si tout le monde loue son emplacement, pour Frenchy Cannoli, tout est gratuit. Frenchy, c'est le meilleur. Cette reconnaissance, le Français la doit à un produit unique. Dans son laboratoire flambant neuf, il a réussi à produire un hashish très particulier. Pour arriver à ce résultat, Frenchy Cannoli a conçu une série d'appareils high-tech dans lesquels il a investi plus de 70 000 €. Toute ma connaissance est dans ces machines. Et les ingénieurs, ils ont rajouté des petits trucs qui font que c'est quelque chose qui est devenu vraiment exceptionnel, quoi. Il n'y a personne qui a ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent comme moi déjà, donc. Les entrailles de ces machines détiennent ses secrets de fabrication. Sa matière première, des fleurs de cannabis. Et c'est un sac d'à peu près 8 kilos, ça va me faire 4 machines. Elles vont subir toute une série de transformations jusqu'à obtenir cette pâte. Cette machine est à l'origine utilisée pour déshydrater des fruits ou des nouilles. La résine de cannabis obtenue par le Français, c'est un peu la version high-tech du shit marocain. Ça a séché 40 heures dans le freeze dryer. Et déjà là, je peux voir que je suis déjà très content, quoi. Il y a vraiment beaucoup de poids. C'est bien, il y a de l'élasticité dessus et tout. L'ultime étape, la plus délicate, se fait à la main avec une simple bouteille remplie d'eau bouillante. Tu vois, tu peux voir la résine qui fond sous la chaleur de la bouteille. Comme quand on presse le raisin pour en faire du vin, quoi. Son assistant filme pour alimenter les réseaux sociaux. Une fois le pressage terminé, Frenchy façonne son produit final pendant de longues minutes. Une technique apprise dans les montagnes népalaises. Ça commence à être de la bonne qualité, attention, hein. Regarde comme elle brille déjà, là. Regarde cette brillance à côté il y a quelques secondes. Une fois poli, Frenchy Cannoli conditionne son hashish pour la vente. Ces petites billes d'1 gramme seront vendues 80 € en boutique. C'est 10 fois plus qu'un cannabis standard. Quand tu la mets dedans, c'est la petite perle. Tant qu'à faire, autant le faire parfait, quoi. Clin d'œil à son pays, comme pour le cognac, le Français appose sur son emballage une appellation très personnelle. VSOP, pour pressage traditionnel à l'ancienne.
La matière première de Frenchy Cannoli se trouve dans les montagnes du nord de la Californie, à 4 heures de route d'Oakland. Pour réussir à fabriquer sa résine de cannabis, le Français s'est associé avec l'élite des cultivateurs. Léo est un Américain de 30 ans. Il a été primé 8 fois au championnat du monde de la meilleure herbe. Quentin, lui, est un autre Français installé aux États-Unis. Il a d'abord terminé ses études en France, avant d'émigrer. Au lycée, j'étais plutôt bon étudiant, mais j'ai eu quelques convocations au sujet de suspicions de consommation. Et pourtant, j'ai eu mon bac scientifique avec mention. Et maintenant, je suis ici en Californie à réaliser ce qui me plaît, tout simplement. The Testarossa. Super, ça sent le bonbon. Aujourd'hui, ingénieur agronome, ce passionné un peu geek est parfois dur à suivre. La particularité de la Magnum Opus, c'est que Léo avait fait un backcross sur une F1, ce qui a permis de prolonger les générations. Maintenant, il y a le marché du clone, donc ils n'ont pas besoin d'être stables, les strains. Il suffit d'avoir un phénotype qu'on reproduit, on garde la mère et on le reproduit. Donc après, c'est pour des marchés différents. En clair, Léo et Quentin ont réussi, après un long travail de sélection et de manipulation génétique, à retrouver une graine de cannabis qui avait disparu. Ça a été l'une des variétés les plus fameuses et les plus productives des années 90, mais qui a été totalement perdue. Ça a été tellement recroisé qu'on n'a plus cette lignée pure et on a perdu cette odeur de roadkill. On trouve des milliers de skunks, mais qui ont été croisés avec des milliards d'autres trucs. C'est très très dur d'avoir un clone original de ça ou des graines. Excepté moi et Léo, il y a strictement personne qui a accès à cette plante. Elle est dans un coffre. C'est au rez-de-chaussée de leur maison, dans ce laboratoire, que les 3 experts font leurs recherches. Pour Quentin, les producteurs de cannabis ont souvent pris la mauvaise direction, en favorisant la puissance des effets et le rendement au détriment de la qualité. Bon exemple, c'est la rose. Une rose, une fleur de rose, plus elle se conserve, moins elle sent. Plus elle sent, plus elle se conserve. Toujours un gène va en fonction d'un autre. Et durant toutes ces dernières années, on a bridé pour un maximum de THC et ça a été au déficit de plein d'autres caractéristiques. À l'étage, le trio a installé ses bureaux. Frenchy Cannoli gère les commandes. Léo s'occupe du packaging. Ces profils rares qu'ils arrivent à recréer donnent des graines vendues à prix d'or. Des séries limitées, emballées dans des boîtes numérotées. Les plus rares d'entre elles atteignent même des sommets lors de ventes aux enchères. Ça, c'est la variété citron noir numéro 9, croisée avec la Testarossa. Ce sont les graines les plus chères du marché. Les enchères se sont terminées à 5 500 € les 10 graines. Malgré les effets nocifs du cannabis, Frenchy et ses collègues en fument régulièrement. Prêt pour la dégustation? Les 3 associés ne sont jamais à court d'idées. En as du marketing, ils ont créé une ligne premium. C'est de l'herbe colombienne avec du hash de Frenchy. Comme pour les meilleurs cigares, le joint est conservé dans un tube en verre, scellé à la cire. Le filtre est en bois de rose. Chaque boîte de 10 joints coûte près de 500 €. Une fois qu'il a goûté un bon produit, c'est fini. C'est comme quand tu bois un grand Bordeaux. C'est pas que tu peux boire du Bordeaux tous les jours, mais si tu peux boire du Bordeaux tous les jours, tu vas boire des grands Bordeaux tous les jours. Ben voilà, moi je peux me boire des grands Bordeaux tous les jours. Merci beaucoup. Si la plupart des Français ont choisi d'investir légalement dans le business du cannabis, certains préfèrent la clandestinité. En Californie, malgré la légalisation, le marché noir du cannabis est énorme. Seules 3 plantations sur 100 auraient une licence officielle. Son coût très élevé et les taxes importantes sur les produits finis ont dissuadé beaucoup de cultivateurs de régulariser leur situation. Bon nombre de ces producteurs illégaux se cachent dans les montagnes du nord de la Californie. Vincent, un jeune Français de la région parisienne, a intégré le réseau des fermes illégales il y a déjà 5 ans. Dans ce milieu-là, il vaut mieux, pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché. Il n'y a personne qui habite par ici. Et là, on se rend vraiment sur
un cul-de-sac dans les comtés les moins peuplés de Nord-Californie. Sa grande propriété de 3 maisons sur 3 hectares, il a pu se la payer avec l'argent du marché noir. J'ai pu acquérir cette propriété en travaillant ici, majoritairement dans le cannabis, manipurer, récolter, aider différentes personnes sur leurs exploitations. C'était une ruée vers l'or et beaucoup d'argent à faire très rapidement. L'ancienne piscine, Vincent l'a transformée en une petite plantation de cannabis, juste pour sa consommation personnelle. Enfin, c'est ce qu'il dit. Donc là, on est en juin et on est à peu près à 10 semaines de la récolte. C'est un Américain rencontré à Paris, propriétaire d'une ferme illégale, qui l'a persuadé de venir travailler clandestinement. Et ils m'ont dit de venir travailler pour eux, ils m'ont fait un travail. J'ai fait quelques allers-retours, j'ai fait 3-4 saisons. Et après j'ai décidé d'émigrer. Vincent a démarré comme trimeur clandestin, une sorte de vendangeur qui récolte et qui taille les fleurs de cannabis dans une plantation hors la loi. On était employés pour venir et couper les feuilles sur le cannabis, ce qui est un travail d'usine pénible et ennuyeux. Mais c'était plutôt bien payé à l'époque. Dans une belle journée, vous pouvez faire 2 kilos, 2,5 kilos si la weed est bien. Donc ça revenait à 750 $. Nourriture incluse, dormir sur place, fumer autant que vous voulez. Mais aujourd'hui, son nouveau business lui rapporte beaucoup plus gros. Depuis 4 ans, il fournit aux fermes de la région des travailleurs illégaux, que l'on appelle des trimigrants. Ils sont parfois français. Une activité pour laquelle Vincent risque la prison. Je me suis rendu compte que j'avais un afflux de personnes d'ici qui me demandaient des trimigrants. Je connais beaucoup de Français qui peuvent venir travailler et avec le temps, au final, il y a toujours un petit business à faire par-dessus, vous voyez. Vincent a accepté de nous conduire dans une ferme qui compte employer ses recrues. Seule condition, ne pas dévoiler son emplacement et l'identité du propriétaire, un boss local de la drogue. Après 2 heures de route et 20 km de chemin forestier, Vincent s'arrête subitement pour envoyer un texto. Je connais, mais je préviens que j'appelle parce que ici, on tire avant de prévenir la plupart du temps. Pas question d'arriver à l'improviste. Après 20 minutes d'attente, le feu vert est donné. À l'approche de la plantation, c'est le boss en personne qui vient l'accueillir. Hey, hey, hey. Comment ça va, mon ami? Qu'est-ce que tu glandes là? Va arroser mes plantes. Bien sûr, désolé. Ces contes français sont tous des feignasses. Les 2 hommes plaisantent. Ils se connaissent depuis 4 ans. Malgré cela, Jack rappelle les règles du jeu aux Français. Personne ne rentre ou ne sort d'ici sans mon autorisation. Vincent ne perd pas de temps. Il va droit au but. T'as besoin de combien de trimmers cette année? 10. 10? Ça marche. J'ai 150 kilos à récolter. Vincent lui facture ses services au prix fort. Je prends 200 $ par semaine par personne. Je garantis que les trimigrants sont fiables et parlent suffisamment anglais. Donc la plupart du temps, on fait 1 heure de formation pour tout le monde. Et après, advienne que pourra, chacun trouvera son propre style. Comme intermédiaire, Vincent touchera 14 000 €. Si le français est payé en cash, les travailleurs illégaux, pour la plupart étudiants, sont eux souvent réglés en nature. Les 2 hommes sont en pleine négociation. Comment tu veux les payer? En herbe, si possible. Je peux aussi faire moitié cash et moitié herbe. C'est comme ils veulent. Ok, j'ai demandé aux étudiants de l'année dernière s'ils veulent revenir. Je connais des amis qui sont à une école à Los Angeles et ils aiment bien faire ça. Donc souvent, ils repassent le filon à des étudiants plus jeunes quand eux ont leur diplôme. Embaucher des jeunes qui sont payés en herbe, c'est la meilleure manière de réduire les coûts. Les étudiants iront ensuite revendre illégalement leurs marchandises sur les campus.
Pour cette activité, ils encourent 6 mois de prison. Au moment de la récolte, les plantes auront doublé de taille. Cette année, elles feront cette taille, plus de 4 mètres. Si la récolte ressemble à celle de l'année dernière en photo sur son portable, l'homme empochera un joli pactole. Cette année, je vais me faire environ 260 000 €. N'importe qui peut faire pousser du cannabis. Le plus dur, c'est de l'écouler. La drogue produite dans les fermes illégales comme celle de Jack alimente notamment les États voisins de la Californie, qui n'ont pas encore légalisé le cannabis récréatif. Les trafiquants se pressent à la porte de Jack. Les gens attendent devant mon portail. D'où ils viennent, je m'en fous. Est-ce qu'ils font de l'herbe? Je m'en fous aussi. Mais vous avez un coffre? Non. Et comment vous faites pour planquer tout votre cash? T'essayes vraiment de me tirer les vers du nez. En plus de recruter de la main-d'œuvre, Vincent est le gérant d'une exploitation illégale de cannabis. Très isolée, la ferme est totalement autonome. Les trafiquants qui refusent d'être filmés ont installé 2 rangées de 30 mètres de panneaux solaires pour l'électricité et des citernes d'eau pour irriguer les 3 serres. Ces installations ont coûté 400 000 €. Vincent en prend soin quotidiennement. Mon travail consiste en faire la maintenance sur la ferme, tailler les plantes, les planter, attacher les grillages qui soutiennent les plantes. Comme vous pouvez voir, elles en ont besoin. Pour engranger un maximum d'argent, le propriétaire a misé sur une agriculture intensive. Ces 2000 pieds sont boostés aux produits chimiques. Donc là, vous pouvez voir qu'elles sont à 2 semaines de la récolte. Une échelle comme ça et quelque chose d'aussi serré, on ne peut pas être totalement propre. Il y a eu quelques sprays pour la moisissure, mais c'est un spray Monsanto Bayer. C'est pas organique. Ce procédé rapporte aux trafiquants entre 2 et 4 fois plus qu'une agriculture biologique. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, Vincent écoute du rap français, NTM. Chaque saison passée dans cette ferme lui rapporte jusqu'à 40 000 €, bonus compris, en cas d'excellente récolte. Je pense que c'est le seul arbre sur lequel l'argent pousse. Je ne sais pas si ça le vaut, mais c'est une façon d'acquérir tout l'or du monde. Avant de partir, petite frayeur pour Vincent. Le groupe électrogène montre des signes de faiblesse. Vincent se dépêche de refaire le plein. Sans le blèche. Si le générateur s'arrêtait et que personne ne venait le renflouer, la récolte serait compromise pour sûr. Le propriétaire pourrait perdre 250 000 €. Mission accomplie. Après son rêve américain, Vincent aimerait un jour pouvoir réaliser son rêve français. Il a déjà tout imaginé. Je serais ravi de travailler pour l'État français à aider à implanter 1 ou 2 fermes de cannabis dans des régions agricoles plus désolées comme l'Ardèche ou d'autres ou autres. Ce serait une belle reconnaissance. En attendant, pour ces différents trafics en Californie, Vincent risque de passer de longues années derrière les barreaux. Loin du cannabis légal ou illégal,
Des petits malins ont eu l'idée de remettre au goût du jour une utilisation ancestrale de cette plante. Les fermes géantes de cannabis accumulent des tonnes de déchets aux possibilités infinies. À 1h30 de route de Los Angeles, dans la banlieue chic de Santa Barbara, un Français a eu une idée de génie. Benjamin, 40 ans, en chemise blanche, a rendez-vous avec Barry, le propriétaire de cette immense exploitation. Tu sais combien de plantes tu as en ce moment? Oui, nous avons un total de 15 000 pieds en floraison. Bienvenue dans la jungle. Waouh. Cette pièce est pleine à craquer. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai stocké tout ça ici pour des raisons de sécurité. Allez. Il rigolait pas quand il disait la jungle, hein? Barry arrive à produire ici 11 tonnes de cannabis et réalise un chiffre d'affaires conséquent de 17 millions d'euros chaque année. Même si le jeune Français est très impressionné par les quantités produites, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Voilà ce que je cherchais. Donc quand les cultivateurs ont fini, nous on commence notre travail. Et c'est comme ça, c'est juste des champs où il n'y a plus rien, il n'y a plus de fleurs. Benjamin aimerait réutiliser ce que Barry jette d'habitude à la poubelle. Ces pieds sont encore plus gros que ceux qu'on t'a laissés la dernière fois. Ce sont les plus gros qu'on cultive en ce moment. Regarde-moi ces racines. Nous, on reprend juste la tige pour l'instant, parce que c'est la seule partie où il y a la fibre. Ça, la fibre extérieure, c'est la partie qui est la plus intéressante pour nous. 75% de cette plante va être transformée en une nouvelle matière. Sous les serres s'alignent des milliers de pieds morts de cannabis. Une manne pour le jeune Français. Et ce n'est pas fini. Dans la salle de nettoyage des fleurs de cannabis, 50 personnes s'activent 8 heures par jour. Elles sont épaulées par une demi-douzaine de trieuses automatiques. Au pied des tables, des milliers de tiges mortes. Benjamin imagine une multitude d'usages. On la broie pour créer nos nouveaux produits, donc que ce soit les produits textiles ou les produits bioplastiques, les produits papier. On peut vraiment faire un peu de tout avec. Le chanvre contient 4 fois plus de cellulose que le bois. Il est donc idéal pour faire du papier ou du plastique. Avant de repartir, Benjamin présente à Barry ce que donne la transformation de la matière qu'il est déjà venu récupérer. Voilà tes déchets d'il y a quelques jours. Je voulais te montrer ça, on va en faire du papier. Je te l'apporte la semaine prochaine. Cette nouvelle matière, c'est une pulpe de cannabis. Incroyable. Ouais, je sais, hein. Je suis bluffé. C'est le nouveau truc qui va cartonner dans cette industrie. C'est un privilège d'avoir Ben et sa société à mes côtés. Ils fabriquent un produit d'une telle qualité. Je suis vraiment très excité et très heureux. C'est un peu par hasard que Benjamin s'est lancé dans ce business si particulier. Il rendait visite à des amis propriétaires d'une plantation d'herbes quand il a eu le déclic. L'histoire est vraiment un peu basique dans le sens que on a regardé le truc et on a fait, on sait pas quoi faire avec, mais on devrait faire quelque chose avec cette merde. À ses débuts, Benjamin avait même peur d'être dans l'illégalité. Les cultivateurs de cannabis travaillaient tous sans aucune autorisation. On est allé voir les flics, on leur a fait, voilà ce qu'on fait. On va pas vous dire à qui on prend les déchets, mais on va le faire, on sera dans le coin. Les flics, ils nous ont fait « ouais, allez-y ». C'est chez lui sur les hauteurs de Santa Barbara, dans sa belle villa située au cœur de la garrigue californienne. Ça a l'air génial. Que Benjamin développe ses concepts avant-gardistes. On s'est dit, on va commencer par des produits en papier. Donc voici quelques exemples des premiers papiers qu'on a faits, des tests
Donc ça, c'était 100% cannabis. Là, High Times nous ont demandé, par exemple, une invite pour Noël qu'on a fait pour eux l'année dernière. Il y a une expression en anglais, c'est les poubelles d'un homme sont les trésors d'un autre. Sa pulpe de cannabis deviendra aussi dans quelques mois des kilomètres de tissus, dont un est très à la mode. On vient d'avoir des exemples de textiles qu'on va pouvoir faire. Donc là, c'est un textile de jean, donc fait à base de chanvre. Et il faut savoir que les premiers jeans, les lits, ont été faits avec du chanvre. Donc en fait, on est en train de faire fermer la boucle encore une fois. Pour Benjamin, dans le cannabis, tout est bon. Il fourmille de projets. Sa dernière création se trouve dans le réfrigérateur. Hop, je vais vous sortir ça. Alors, ça, c'est un jus qui a été fait, concentré, 100% cannabis. Donc les bienfaits naturels de la plante de cannabis ne sont pas toujours avec des effets psychoactifs. Là-dedans, il y a 1 kilo de feuilles pour faire un jus. Donc il faut avoir beaucoup de feuilles pour faire beaucoup de jus. Donc nous, on s'est retrouvés dans une situation, on s'est fait « Ah ouais, mais on peut faire ça ». Donc c'est un truc qu'on a lancé il y a à peine 2 semaines. Donc c'est un nouveau dérivé qu'on est en train de développer. Benjamin voit l'avenir en vert. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, des producteurs qui souhaitent écouler leurs déchets. On va être à plus de 100 tonnes par semaine d'ici la fin de l'année, je crois. Et il y a différents groupes où ils nous disent qu'on peut attendre 1000, 2000 tonnes par lieu, par cultivateur. Au pied de sa villa, Benjamin possède 3 plants de cannabis pour son usage personnel. L'homme d'affaires a aussi une vision bien à lui et très américaine du consommateur d'herbe. On aimerait bien plus avoir ce type de stéréotype. En fin de compte, un fumeur de cannabis peut être un businessman autant bien qu'un skater, quoi. Donc je crois qu'il faut arrêter un peu ces comparaisons qui sont fausses, en fin de compte, de dire que les gens qui fument du cannabis ne sont pas des gens actifs ou qui contribuent à la société. Aux États-Unis, l'âge légal pour consommer du cannabis est de 21 ans. Malgré l'interdiction fédérale, le nombre d'États qui légalisent ne cesse d'augmenter. À ce jour, le pays compte déjà 42 millions de consommateurs de cannabis, soit un Américain sur 8. Chacun d'entre eux dépense en moyenne 150 € par mois.